La semaine de la pop philosophie saison 15 présente Liberté, équité, solidarité. Une approche philosophique, sociologique, artistique, littéraire et pop à la fois. Du libre arbitre à l'éloge de l'inégalité, de la liberté du saumon au nouveau visage de la censure. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus malgré le changement de programme de presque dernière minute. Merci d'avoir trouvé ce nouvel espace et merci à la librairie de nous offrir cet accueil magnifique. On se retrouve donc pour une conférence dans le cycle de la 15e année des rencontres de la pop philo organisée par Jacques Serrano, qui s'intitule cette année Liberté, équité et solidarité. Et pour en discuter ce soir, on a avec nous Estelle Ferrarez. Bonsoir. Bonsoir. Estelle, tu es professeure de philosophie morale et politique à l'université de Picardie Jules Verne et tes recherches portent principalement sur les philosophies féministes, les philosophies de la vulnérabilité et les théories de la démocratie et de l'espace public, notamment inspirées par le philosophe allemand Jürgen Habermas, qui a été l'objet d'ailleurs de ta thèse en 2001. Qui s'intitulait Culture et espace public d'après l'œuvre de Jürgen Habermas. Et ce qui va nous intéresser ce soir, c'est plutôt ton nouveau livre qui est paru chez Vrin, qui s'intitule Le marché de la vertu, critique de la consommation éthique. Et alors, tu vas donner ce soir une conférence qui s'intitule Commerce équitable, commerce des indulgences. Et je ne vais pas déflorer le propos, mais pour dire un petit peu ce dont on va parler ce soir, il sera question du fait que le commerce équitable implique que la justice peut être une question de prix, peut être rendue par un prix, ce qui implique qu'on peut tout mesurer, c'est-à-dire qu'on peut avoir la valeur de ce qui serait juste ou non, de ce qui compense une destruction ou non, et ce qui implique aussi que, ce que tu nous expliqueras tout à l'heure, qu'une destruction quelque part sur la planète peut être compensée par 20 centimes plus cher quand vous achetez votre savon à Monoprix à côté. Ça a aussi un autre effet sur lequel tu reviendras, il me semble, qui est que chacun devient responsable des destructions causées à l'autre bout de la planète en tant que consommateur ou que consomme-acteur, qui est le nouveau mot à la mode. Et tout cela pour ne pas questionner des structures plus larges, plus politiques, plus systémiques. Alors, Estelle, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi le commerce équitable, c'est un nouveau commerce des indulgences ? Alors oui, merci pour cette introduction. Donc, en gros, ce que je veux vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment une partie d'une réflexion plus générale sur ce que j'appelle, ce qu'on appelle la consommation éthique. C'est-à-dire en fait le type de consommation que nous avons en partant du présupposé qu'il est possible de faire des justes choix, c'est-à-dire en fait des choix qui sont moralement motivés, notamment par le fait d'avoir des considérations quant aux conditions de travail, conditions de production et aussi par rapport à l'environnement. C'est quelque chose qu'on fait tous et qu'on fait tous de plus en plus. Donc ce qui peut aller du fait d'accepter de payer un peu plus cher une barrette de chocolat parce qu'elle est supposée avoir été produite d'une manière qui permet un mode de vie décent à son producteur. Ça va du fait de prendre en considération la quantité d'emballage qui va rester après que nous ayons consommé notre shampoing, par exemple. Ça peut aller aussi dans des considérations qui sont par exemple liées excusez-moi, j'ai un petit moment de fatigue, parce que je viens de parler pendant 2 heures de les étudiants. Donc. Ou par exemple, si vous voulez, c'est le fait d'utiliser des couches lavables, par exemple, pour ne pas avoir à jeter des couches, etc., etc. Donc on est tous en train de multiplier ce type de pratiques. Et mon questionnement, c'est, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui est en jeu sur la façon que nous avons de nous positionner par rapport au capitalisme ? Quels sont les effets réels de ce type de consommation ? Donc c'est le cadre général, et donc effectivement ça s'inscrit dans le cadre d'une réflexion sur l'équité, pour reprendre le terme qui est proposé par la semaine de Jacques Serrano. Donc d'une manière générale, l'idée de commerce équitable, déjà c'est quelque chose qui a une histoire particulière,
puisque c'est au départ quelque chose qui s'inscrit dans les rapports Nord-Sud, donc c'est quelque chose qui est une histoire un peu ancienne, hein, donc ça ne couvre pas tout ce que j'appelle consommation éthique. Le commerce équitable, donc c'est à partir des années 1970, et en plus c'est une idée qui historiquement vient des églises protestantes, donc qui ont voulu mettre en place des formes de commerce qui se substitueraient à la charité. Donc ça c'est le point de départ. C'est-à-dire qu'il s'agissait de venir en aide aux pays du Sud d'une manière qui n'était pas simplement le fait de transférer des fonds. Et donc, d'une certaine manière, il y avait derrière un certain nombre de considérations quant à la dignité, enfin bon, des choses comme ça. Et donc l'idée d'équité, là, en fait, ce dont il s'agit, c'est un sens un peu particulier, c'est pas forcément le sens qu'on donne toujours au mot équité, mais là, ça voulait dire le fait de ne pas tirer avantage autant que l'on le pourrait d'une asymétrie de position qui nous permettrait, à nous, consommateurs de pays du Nord, de tirer avantage, c'est-à-dire en fait de tirer avantage de cette exploitation, de rapports de production, de modes de production, etc. etc. Donc l'idée c'est de se montrer ici, si vous voulez, entre guillemets, hein, c'est se montrer équitable. Et un des premiers éléments que je voudrais garder à l'esprit, c'est le fait de, au fond, le premier élément, c'est une position qui reste asymétrique. C'est-à-dire, en fait, ça n'est pas une correction. C'est-à-dire, en fait, je ne fais pas usage de mon pouvoir, mais pour autant, le pouvoir reste bien tel quel. C'est-à-dire que je me retiens porter tort à ce producteur-là, etc., etc. Donc ça, c'est un premier élément, une première considération sur ce que veut dire ici équitable. Donc, c'est se montrer équitable. Et comme tu viens de l'annoncer, en fait, tout ça se pose dans le cadre d'une critique plus large de la consommation éthique, hein, puisque la consommation éthique, elle est pour la plupart d'entre nous une forme de critique du capitalisme. Et donc, c'est ça, c'est à partir de là que j'essaye de rentrer. C'est-à-dire que quand nous faisons ça, nous faisons une sorte de pari. Nous considérons qu'il est possible d'amender, de corriger le capitalisme en y injectant des considérations morales. C'est-à-dire qu'on se dit qu'il est possible, dans nos rôles de consommateurs, par toute une série de petits achats, c'est-à-dire à même notre vie quotidienne, d'éviter les excès du capitalisme. Donc ça veut dire aussi que nous nous attribuons, et ça c'est un des thèmes que je développerai un peu plus tard, donc une responsabilité donc individuelle, hein, c'est-à-dire qu'il nous appartient à nous en tant qu'individus et que consommateurs de corriger ou de prendre une forme de maîtrise sur la marche de l'économie et par elle sur la marche du monde. Première étape, là, peut-être ce qu'il faut tout de suite souligner, hein, par rapport à ce vers quoi je veux aller, c'est-à-dire jusqu'à quel point est-ce que ce que nous faisons est une critique du capitalisme et une manière de s'arracher au marché. Bon, il faut tout de suite voir que dès le départ, ce que nous faisons, notre geste, ou en tout cas la finalité de notre geste, ne peut être honoré, enfin ne peut être réalisé que pour autant que le marché joue son rôle. C'est-à-dire qu'évidemment, si l'idée c'est d'éviter par exemple la disparition des abeilles et que donc je fais mes achats de manière à éviter des produits qui menaceraient les abeilles, évidemment sauver les abeilles de ce monde, c'est quelque chose qui ne peut avoir lieu que pour autant que plein d'autres gens le fassent. C'est-à-dire qu'en fait, ma finalité ne dépend pas de moi, même si je suis extrêmement consistante. C'est-à-dire qu'en fait, je parie sur la force d'agrégation du marché. Donc la manière même qu'a le marché de se concevoir et de fonctionner lorsqu'il est conçu sur un mode libéral, hein, c'est-à-dire c'est une somme d'actes individuels, en fait je parie là-dessus pour corriger le capitalisme. C'est-à-dire en fait de cette manière je parie sur le capitalisme pour corriger le capitalisme. Donc ça c'est une première chose qu'il faut garder en tête. Qui est peut-être un premier paradoxe. Mais en fait, moi, mon point de départ, c'est plutôt de prendre au sérieux toute une série de loupés que nous connaissons tous, c'est-à-dire, la plupart du temps, lorsqu'on commence à consommer un certain type de marchandises parce qu'ils sont supposés éviter de porter un certain tort à une entité qui peut être des animaux, la nature, un certain groupe, en fait, on va en provoquer un autre. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais on a tous des dizaines d'exemples de ce type-là. Par exemple, les véhicules électriques. Ça, c'est un des exemples les plus connus, hein, c'est-à-dire
le fait de la maîtrise en énergie que c'était supposé, en fait, a finalement intensifié l'extraction de certains métaux, hein, comme le lithium, l'aluminium et le cobalt, et une extraction qui est extrêmement toxique en général pour toute la région, pour l'eau, mais même les formes de vie aux alentours, hein, c'est-à-dire même les populations souvent ont été chassées de bien au loin, les formes de vie traditionnelles détruites, etc., etc. On peut faire le même exemple avec le développement des biocarburants, hein, qui en fait ont été le point de départ, donc au nom de la promotion d'énergie renouvelable, d'une pollution généralisée des eaux, des sols, dans des régions absolument énormes, hein, qui sont désormais dédiées à ces carburants. La demande de papier recyclé qui va toujours plus grande, qui va toujours plus vite et qui augmente tout le temps, ça entraîne une augmentation de l'usage d'énergie polluante, hein, comparativement à ce que requerrait la production de papier vierge. On peut faire encore la même chose avec le fait d'écouter de la musique en streaming par opposition au fait d'acheter des vinyles. Enfin, il y a toute une série, je suis sûre que vous allez certainement peut-être après me donner des exemples que je ne connais pas, mais en fait, typiquement, quand je parle de ça, les gens en connaissent beaucoup plus. Bon. Alors, on peut voir les choses de deux manières. C'est-à-dire, soit, en fait, on n'a pas bien fait, on n'a pas essayé assez fort, assez bien, on n'était pas assez informé, ou bien peut-être que là, il y a un problème fondamental, et c'est ça que j'essaye de faire, c'est-à-dire de regarder, de prendre au sérieux cet ensemble de loupés, et de dire peut-être que finalement, ce n'est pas des loupés, c'est qu'en fait, ça ne pouvait pas être autrement. C'est-à-dire qu'en fait, l'injection, pour reprendre mon expression, hein, de considération morale est quelque chose d'impossible sur le marché, parce que le marché, il est autopoïétique, hein, c'est-à-dire en fait, il ne comprend que sa propre logique, il est absolument imperméable à toute norme, donc, et d'abord les normes morales qui viendraient de l'extérieur. Donc à partir de là, ne fait que toute arrivée d'une norme morale, d'une intention morale sur le marché, ne peut que dérailler et donc avoir des effets qui ne sont absolument pas ceux qui sont escomptés. Donc moi, le pari que je fais, ça c'est le cadre de ma critique générale, c'est que c'est pas donc anecdotique, c'est pas que quelquefois on a mal fait, c'est qu'en fait ça ne peut finir que comme ça, parce que le marché précisément est complètement imperméable à nos injonctions morales. Et donc à partir de là, espérer corriger le marché avec le marché, c'est commettre une erreur de catégorie. En fait, ce serait ça un peu à la fois mon point de départ et le cadre général. Et puis, donc, effectivement, comme tu l'as déjà annoncé, c'est quelque chose qui repose lourdement sur l'idée de responsabilité, c'est-à-dire la responsabilité que nous aurions donc en tant qu'individus. Alors, cette responsabilité d'ordre moral, elle est vraiment à comprendre comme une forme d'imputabilité. C'est-à-dire, en fait, c'est la responsabilité comprise, et c'est vraiment quelque chose qu'on peut voir aussi bien sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les interactions. En fait, quand vous parlez de vos pratiques de consommation, c'est vraiment une imputabilité au sens où on recherche un coupable. En fait, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que l'imputabilité, c'est rechercher le véritable auteur d'un fait. Voilà. C'est ça la définition de ce type de responsabilité. Il y a d'autres définitions, mais je pense que c'est ça qui est en jeu, au sens où, fréquemment, le fait que vous communiquiez, que, par exemple, vous n'achetez que tel type d'ingrédients, va immédiatement susciter des interrogations de la part de votre interlocuteur qui va vous dire « oui, mais tu fais ça ». C'est-à-dire, en fait, il y a tout le temps une injonction à montrer à quel point est-ce qu'on est cohérent et consistant, et où on a vraiment une sorte d'intensité dans nos pratiques. Et donc, il y a tout un jeu du blâme que nous mettons, quand je dis, je me mets dans cette espèce d'analyse sociologique rapide que je fais, hein, c'est rentrer dans la consommation éthique, c'est un peu faire quelque chose comme ça. Donc il y a vraiment cette idée de responsabilité. Donc déjà, au niveau individuel, donc pas collective, c'est une des choses que je veux dire, mais aussi d'une responsabilité à comprendre comme une forme d'accusation. Et donc notamment, il faut tout le temps en particulier donner aussi des preuves de la sincérité et de l'authenticité de notre engagement, c'est-à-dire rien ne viendrait plus dégrader la qualité de mon acte de consommation éthique s'il était empreint de soupçons quant au fait que peut-être ce que je cherchais en réalité c'est à manger du meilleur chocolat. C'est-à-dire qu'en fait, il faut bien que ce soit... Enfin, en tout cas, je me dois fréquemment de donner des preuves ou des gages que c'est bien... Ma considération est bien d'abord éthique,
et pas du tout que j'essaye, encore une fois, d'avoir accès à des meilleurs produits, ou par exemple d'avoir un comportement de classe, hein, puisque ça c'est aussi quelque chose qu'on trouve beaucoup, c'est-à-dire c'est une forme de logique de distinction, c'est-à-dire moi je peux me permettre de consommer de cette manière-là, et donc voilà, je me distingue de ceux qui ne le peuvent pas. Je montre donc, pour le dire dans des mots extrêmement banals, je me comporte comme un bobo, et c'est une manière de me positionner socialement, voilà. Mais en fait, je ne peux pas, enfin, il faut que je me, en quelque sorte, détache de ce type d'accusation, hein, donc qui suppose qu'il y ait une sorte de mise en accusation perpétuelle des uns et des autres dans la consommation éthique, hein. Il y a tout le temps une sorte de mise en, enfin voilà, de soupçon qui va peser sur la sincérité des pratiques, et qui en fait s'est traduit tout simplement même dans l'histoire même de ce livre, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'ai commencé à expliquer que je travaillais là-dessus, que j'essayais d'expliquer le problème que c'est la consommation éthique, mais c'était systématique. La première réaction de mon interlocuteur et de mon interlocutrice a toujours été « Ah ouais, non mais c'est vrai, en fait, il y a des gens, ils font ça parce que en réalité, ils espèrent avoir du chocolat de meilleure qualité. » Enfin voilà. Et en fait, je pensais que c'était ça l'attaque, comme s'il ne pouvait être que ça, l'attaque qu'on pouvait porter à la consommation éthique. Alors, donc c'est véritablement, c'est quelque chose qui va supposer donc une forme de considération qui est une sorte de faute morale, hein, que nous aurions si nous ne consommions pas éthiquement. Et donc, à ce titre, hein, donc la fin de la planète, par exemple, puisque c'est bien un des enjeux, donc la fin de la planète, ça devient affaire de faute morale personnelle, hein, c'est bien ça. Et donc aussi, son salut, le salut de cette planète, eh bien, ça devient affaire de salut individuel. Donc il y a une sorte de rédemption et de la Terre et de nous-mêmes, hein, qui va passer par la marchandise. C'est un petit peu le type de paradoxe devant lequel on se retrouve placé. Il y a évidemment aussi des formes de gratification morale, hein, que nous pouvons avoir, ressentir, que nous avons peut-être tous ressenti, c'est-à-dire effectivement une sorte de bonne conscience, hein, qu'il est relativement facile de cultiver, surtout lorsqu'on se confronte à des pratiques complètement opposées, du style particulièrement vulgaire, par exemple venant de certains rangs, on va dire populistes, de droite, qui vont se rouler dans les métaux polluants, dans les emballages, et revendiquer en fait le fait de ne pas avoir cure de la nature, ou de ne pas avoir cure du sort des travailleurs qui ont produit cette marchandise. Donc c'est vrai qu'il y a une sorte de gratification morale, de dire non mais moi je pense à autrui. Il y a toutes ces choses qui se mettent ensemble là autour de cette pratique. Qui font aussi la force, hein, et la difficulté de résister à ce genre d'ensemble de pratiques, d'autant plus qu'elles sont en train de se généraliser. Et donc peut-être dernier élément sur vraiment la question de la responsabilité, imputer une faute, c'est donc dire que d'autres n'ont pas la faute. En fait, hein, c'est bien ça, c'est l'imputabilité, c'est dire, voilà, puisque s'il s'agit de trouver le véritable responsable d'un fait, c'est bien que donc il y en a certains qui vont se retrouver blanchis. Et bon, ça c'est bien quand même le fait d'individualiser à ce point-là la responsabilité, bien, c'est bien le fait de considérer que d'autres responsables potentiels, comme par exemple les entreprises, les États, les collectifs, voire les classes sociales, hein, pour reprendre quelques exemples qu'on pourrait développer, eh bien eux ne sont pas les responsables, ou le sont moins. Et en tant qu'individu, donc j'ai véritablement un rôle tout particulier à jouer au moment où je passe en caisse, puisque finalement c'est l'endroit ou le moment où j'assure mon responsabilité. Donc si vous voulez, alors il y a aussi toute une réflexion auquel on pourra revenir après, je ne crois pas trop, sur le fait que il y aurait des formes de pratiques collectives, ce ne serait pas complètement individuel, c'est-à-dire il y aurait des pratiques collectives dans la mesure où il y aurait des mobilisations par des associations qui feraient des campagnes de publicité, qui du coup auraient quelque chose de politique, puisqu'en fait elles généraliseraient ce type de pratique. Moi je pense que là il y a quelque chose de faux qui fait que de toute façon on va toujours se retrouver devant une forme de responsabilité privée, parce que c'est de toute manière, in fine, le moment où on honore cette responsabilité, c'est bien seul en tête-à-tête avec la caisse.
ou avec son téléphone portable si on est en train de payer sur son téléphone portable, son ordinateur. Donc en fait je pense que là il y a vraiment une forme privée qui est indépassable. Aussi donc encore une fois une manière de parier, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, sur l'agrégation. C'est-à-dire qu'en fait la forme de collectif qui apparaît, c'est cette forme pauvre, donc de l'agrégation de volonté individuelle qui est opérée par le marché. Pareil pour la question des entreprises. C'est-à-dire en fait, d'un côté, il n'appartient pas à l'État de prendre certaines décisions. Par exemple, le fait que, je ne sais pas si vous avez vu, désormais vous avez des compagnies qui produisent des œufs, donc qui ont mis en place des manières de ne pas broyer les poussins mâles, puisque c'est ça qui se passe. Bon. Donc en fait finalement, sauver les poussins mâles, c'est finalement une décision que vous avez face à la caisse, enfin un petit peu avant la caisse, entre la boîte X et la boîte Y, alors que par exemple on pourrait tout simplement interdire le broyage des poussins mâles. Bon. Donc si vous voulez, il y a une idée que c'est à moi de faire l'effort et non pas à l'État, aux institutions, donc, qui est peut-être un peu problématique. Et puis effectivement, il y a aussi la question donc, des entreprises qui se retrouvent en quelque sorte déchargées de ce type de responsabilité. Alors, bon, ça c'est un petit peu les réflexions sur la responsabilité là, que tu as annoncées. Mais peut-être ce que je voudrais faire maintenant, donc, c'est effectivement rentrer dans ce qui est un peu le cœur de ma critique. C'est au fond jusqu'à quel point est-ce que, et encore une fois je parle de quelque chose qui est nolens volens, enfin c'est-à-dire c'est évidemment pas conscient, c'est quelque chose auquel nous participons et pour être parfaitement clair, auquel je participe, c'est-à-dire je critique quelque chose que je fais, c'est pas pour dire de l'extérieur c'est pas une position externe quoi. Il me semble qu'il y a une forme de complicité intrinsèque donc de la consommation éthique avec le fonctionnement du marché qui a à voir avec le type de catégorie que nous actualisons. C'est-à-dire en fait nos manières de penser et nos manières en particulier de penser la justice et donc de penser l'équité pour revenir sur ce terme. Et donc en fait, voilà, moi il me semble que dès lors qu'on fait de la consommation éthique, on va se mettre à donc considérer à transformer, si vous voulez, des torts, des dommages qui vont être infligés à la nature, à des êtres humains, à des modes de vie, en coûts. Et ça, c'est véritablement quelque chose qui apparaît très clairement autour de l'idée de juste prix. Le juste prix, en fait, c'est une très belle idée qui a donc une nouvelle résurgence depuis quelques temps. C'est donc au départ, si on revient jusque-là, c'est une idée qu'on trouve déjà chez Aristote. Donc il y a toute une histoire qui va passer par saint Thomas d'Aquin, jusqu'à revenir au début des années 2000 et être réactivé, par exemple en France, par des théoriciens politiques comme Serge Latouche. Enfin voilà. Mais donc ça, c'est une très vieille histoire. Le juste prix. Donc, si vous voulez, l'idée d'un juste prix, c'est l'idée d'un prix donc qui ne serait pas déterminé par la rencontre de l'offre et de la demande sur le marché, mais qui en fait supposerait de trouver la véritable valeur de quelque chose, c'est-à-dire une valeur qui serait là et en fait qu'il faudrait retrouver. Donc c'est un concept aussi, j'ai oublié de le mentionner, en fait, qui à un moment donné, de nouveau, il y a beaucoup de choses assez chrétiens derrière les rubriques de la consommation éthique, même si on l'a oublié, mais par exemple, il y a eu toute une réflexion sur le juste prix à la fin du XIXe siècle, au sein de l'Église. Donc il y avait toute la doctrine sociale de l'Église catholique, notamment l'encyclique de Léon III, Rerum Novarum, en fait, pose à la fois ce que c'est qu'un juste prix et ce que c'est qu'un juste salaire. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que ce juste salaire et ce juste prix sont pensés précisément comme un outil pour résister à la menace communiste. C'est-à-dire que par rapport aux propositions que sont en train de porter les partis communistes de l'époque, et donc notamment les formes
fin de la propriété privée, même fin des salaires, puisqu'il s'agit en fait d'abolir tout bonnement de salaire, puisqu'il s'agirait de posséder en commun les moyens de production, bon, ce genre de choses, c'est, j'allais dire, afin de résister à ça, qu'il y a cette idée donc d'un juste salaire, hein, qui permet une sorte de dignité. Donc, en fait, si vous voulez, ce prix donc qu'on doit pouvoir identifier, donc est lié à la prise en compte donc d'une valeur intrinsèque de la chose, mais aussi à la prise en compte de certains coûts. Et ça, aujourd'hui, c'est beaucoup plus vrai. C'était pas forcément le cas dans les précédents moments d'intérêt qu'il y aurait eu pour le juste prix. Mais donc, en fait, aujourd'hui, l'idée du juste prix, c'est le fait d'introduire dans le prix, de prendre en considération des coûts qui ne sont pas habituellement donc, honorés par le marché tel qu'il fonctionne pur. C'est-à-dire, en fait, c'est ce que les économistes appellent les externalités. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de coûts, comme par exemple des coûts environnementaux, qui en fait ne sont pas quantifiés, donc ne sont pas payés. En fait, c'est simplement le marché laisse d'autres payer plus tard, à un autre moment peut-être, de prendre en charge les dégâts qui auront été faits. Donc là, il s'agit, si vous voulez, de refaire rentrer dans le prix ces coûts qui jusque-là ont été oubliés. Donc coûts de production, frais de conversion justement aux critères du commerce équitable, coûts engendrés par l'aménagement de la durabilité, hein, ça coûte plus cher si effectivement on respecte les saisons et si on utilise moins d'engrais, coûts environnementaux, etc. etc. Donc cette façon de calculer les coûts, comme je vous disais, est aussi une certaine manière de quantifier, en fait, de transformer en quantité un dommage et surtout de transformer en une quantité qui est évaluée dans la monnaie. En fait, c'est ça qui est en jeu. C'est-à-dire que le tort qui va être fait, je ne sais pas, la destruction d'un marécage, c'est quelque chose que peut-être on peut corriger par le fait de payer un peu plus cher un produit, une marchandise produite à côté d'une autre manière. Bon, donc du coup, je vous épargne la partie sur Aristote, je suppose que je n'ai pas le temps. Un élément déjà dans cette idée de quantification, hein, de mise en équivalence de tout avec tout, qui est en jeu, c'est le fait que finalement, le point de départ de toutes nos réflexions, quand on essaye donc de payer un juste prix, c'est que le fait que ce prix soit juste suppose bien un peu l'existence du marché. C'est-à-dire que la justice, le pari qu'on fait, c'est que la justice, elle peut être rendue par le marché. Et donc que la justice ne suppose pas, par exemple, de s'arracher au marché, ce qui serait aussi une autre chose. Mais là, véritablement, en fait, la justice est affaire de marché, est affaire de prix. Donc, si vous voulez, il y a une conception de la justice comme affaire de quantification, et une quantification qui va passer par la monnaie. C'est aussi, il y a l'idée de juste salaire a fait l'objet de beaucoup de critiques au sein du marxisme au XIXe siècle. Alors là, du juste salaire, donc, qui n'est qu'une partie du juste prix, mais bon, les deux choses s'articulent assez fréquemment, et notamment par Marx, hein, qui, comme je vous disais tout à l'heure, était complètement en faveur de l'abolition du salariat en tant que tel, hein, et qui dans un texte qui s'appelle Salaire, prix et profit, dit en fait tenter de réclamer une rémunération égale ou même équitable sous le régime du salariat équivaut à réclamer la liberté sous le régime de l'esclavage. Donc on a cette critique assez radicale du fait que en fait ça permet le maintien d'un certain système. Alors,
mais il me semble qu'indépendamment de tout ça, vraiment le cœur du problème, c'est donc ce que je vais appeler voilà, l'idée de commensurabilité. C'est-à-dire en fait le fait que tout est comparable à tout. Donc c'est quelque chose qui a été beaucoup critiqué dans une perspective marxiste depuis des siècles, en fait, qui en parle comme d'un effet propre du marché. Donc là, on laisse de côté un instant la consommation éthique. Hein, c'est-à-dire qu'il y a, chez des gens comme Lukács ou dans l'école de Francfort, toute une focalisation de la critique du capitalisme sur la question du marché. Et que fait le marché, en fait? Alors, dans la mesure où il y a la monnaie, c'est qu'en fait, tout peut être transformé en tout, d'accord? Puisque vous pouvez vendre un objet pour en racheter un autre, ou en racheter des autres, et donc il y a une sorte de fongibilité, hein, tout peut être transformé en liquide, hein, fongibilité, ça veut dire ça fond, et ça se transforme en quelque chose d'autre, ce qui signifie aussi que la particularité de chaque chose est perdue, tout peut être transformé en autre chose, mais peut l'être par le passage, si vous voulez, par un compte, puisque ce compte, c'est le compte qui est permis par la monnaie, d'accord? Donc du coup, je peux très bien transformer, je ne sais pas, un très grand nombre de ces petites bouteilles d'eau, j'en prends 600, ok, je peux le transformer en ça, enfin le marché peut le faire. Parce que c'est en passant par la monnaie que tout est fongible en tout, et on peut mettre aussi dans tout ce qui est fongible, par exemple les heures de travail, enfin bon, voilà. Donc l'idée c'est que le marché, il a un aspect nivelant de négation de la particularité, donc qui fait que tout est comparable, et tout est comparable de manière quantifiable. En fait, ce que j'essaye de défendre, c'est, au fond, c'est ce qu'on est obligé de faire quand on consomme éthiquement. Et c'est ce qu'on fait tout le temps, même y compris, et surtout quand on est en fait en train d'essayer de critiquer le capitalisme. Parce qu'en fait, dans l'idée de juste prix, et notamment dans le fait de tenter de faire rentrer dans le prix d'un certain nombre d'externalités, bon, qu'est-ce qu'on essaye de faire? D'abord, on essaye de rendre comptabilisable ce qui ne l'est pas encore. Hein. Donc les dommages du marché vont se retrouver découpés, quantifiés. Hein. Donc là, c'est typiquement ce qu'on trouve avec le prix du carbone, hein, dans le but de promouvoir des renouvelables. Donc la question c'est qu'est-ce qui compte? Il y a plein de problèmes. Qu'est-ce qui compte comme externalité, hein, et comment est-ce qu'on va pouvoir évaluer en termes monétaires des choses extrêmement différentes, telles que la disparition d'une espèce, d'un paysage, voire de quelques milliers de personnes. Hein. Parfois, quand certains villages sont tout bonnement rayés pour en raison d'extraction de minerais, c'est bien ce qui se passe. Donc voilà, tout ceci va être transféré donc, dans des termes monétaires. Et au-delà, on va trouver toute une série de problèmes. C'est-à-dire comment est-ce que on va pouvoir, par exemple, évaluer d'un certain nombre de dommages qui n'ont pas encore eu lieu, mais qui auront lieu dans le futur, dont on verra la matérialisation dans le futur. Voire y compris dans plusieurs siècles. Hein. Mais il me semble que le problème, c'est pas tellement ça, parce que le poser comme ça, c'est justement se dire peut-être que finalement, c'est pas très exact ce qu'on essaye de faire, on n'arrive pas bien à évaluer, mais poser la question de on n'arrive pas bien à évaluer, c'est encore dire qu'il faudrait évaluer. Donc en fait, c'est mettre en jeu cette commensurabilité que je tentais d'approcher là tout à l'heure. Donc en fait, le problème c'est tout simplement qu'on est en train, c'est pas tellement la tentative de déverser certains pans, c'est pas tellement l'exactitude de la manière que nous avons de déverser certains pans de la réalité dans le monde des chiffres, c'est précisément le fait de déverser ces pans entiers de la réalité dans le monde des chiffres. Donc, de cette manière, on réduit, comme je disais tout à l'heure, les choses, la nature, les êtres humains à un ensemble de paramètres qui permettent donc leur valorisation et leur échange, et donc c'est véritablement une mise en équivalence. Et cette mise en équivalence, elle se fait encore une fois par la médiation du marché. Donc on a vraiment le marché qui est là à tous les niveaux, donc c'est-à-dire à la fois ça fonctionne par le marché. Ce que j'active, si vous voulez, quand j'essaie de me comporter éthiquement sur le marché, ce sont des manières de fonctionner, ce sont des catégories intellectuelles qui sont celles du marché, hein, celles de la mise en équivalence. Donc si vous voulez, on a une sorte d'épaississement de toutes les manières dont fonctionne le marché et auquel nous concourons précisément en pensant échapper à la logique du marché, en pensant être moraux. Alors, on peut prendre des exemples qui sont le fait d'institutions. Par exemple, vous avez aujourd'hui toute une série d'agences qui sont
grassement rémunérés en général par l'Union européenne, qui proposent des tables d'équivalence entre un certain nombre de choses qui passent par le fait que, par exemple, être responsable, ça c'est par exemple pour les entreprises, donc être responsable de la destruction ou de la souillure extrêmement importante d'un hectare de terre de très bonne qualité, peut être, si vous voulez, en quelque sorte compensé par le fait de permettre un certain nombre de cultures sur une surface plus grande. Donc si vous voulez, on a donc véritablement quelque chose sur lequel les gens ont beaucoup travaillé, c'est vraiment c'est assez intéressant de regarder les choses, ils ont vraiment des cas d'équivalence. Et donc par exemple, vous allez avoir, je ne sais pas si vous avez une usine qui va s'installer à côté d'un marais et qui va mettre fin à tous les batraciens, va faire disparaître tous les batraciens qu'il y a autour de cet étang. Si par ailleurs, en fait, donc il y a, je sais pas, prise en charge d'une autre cause environnementale pas très loin dans la région, on a considéré comme en fait équivalent. Il y a une réparation des dommages faits aux batraciens. Donc il y a vraiment cette mise en équivalence qui est assez frappant. De la même manière, vous avez toutes les considérations sur ça c'est bien connu, les gaz à effet de serre, et le fait que tout est toujours réduit aux équivalents CO2, c'est-à-dire au pouvoir radiatif de ces différents gaz. Mais en fait, si vous voulez, précisément en réduisant tout à des questions de quantité, on met en équivalence des causes de rejet qui n'ont strictement rien à voir, notamment par rapport à nos formes de vie, puisque finalement la culture de riz, qui est source de méthane, l'agriculture itinérante sur abatis brûlis, qui est source de CO2 non fossile, ou encore le sport automobile, qui est source de CO2 fossile, sont finalement tous mis en équivalence par la quantité par le pouvoir radiactif. Alors que bien même on comprend bien que c'est pas du tout la même chose pour notre forme de vie, le fait de faire de la course automobile ou de cultiver du riz. Pourtant, ce passage par cette quantification, opère bien des formes d'équivalence. Voilà. Donc on pourrait dire, oui, mais bon, ça, ce sont quelques agences mal informés, de mauvaise foi, peut-être au service peut-être d'un certain capitalisme ou des grandes entreprises. Moi, en fait, ce que je voudrais dire, c'est que finalement, c'est aussi ce que nous faisons, nous, en permanence, dans nos pratiques éthiques quotidiennes. C'est-à-dire qu'il y a toute une économie que nous mettons en place d'équivalence, notamment ça passe par l'usage de la catégorie d'empreinte. Donc, qui va être l'empreinte écologique, l'empreinte carbone, l'empreinte eau, l'empreinte... vous connaissez les différentes déclinaisons. Donc, qui suppose un calcul, et donc qui va supposer et permettre la mise en équivalence de choses très différentes. Et qui va aussi, si vous regardez bien, et c'est pour ça que, là je sais que j'arrive au bout de mon temps, mais j'en arrive donc à mon titre, et qui va être aussi pour nous la possibilité de nous accorder des formes d'indulgence. C'est-à-dire qu'en fait, il y a cette idée donc d'une empreinte générale que nous aurions dans la façon que nous avons de nous relater à nos différentes pratiques de notre vie quotidienne, et qui fait que, finalement, puisque je ne fais pas ça, alors c'est pas si grave si je fais ça. Par exemple, je n'ai pas de voiture, donc ce n'est pas si grave. Donc mon empreinte carbone est plutôt basse de ce côté-là, donc je peux tout à fait peut-être prendre l'avion 2, 3, 4 fois, etc., etc. Et cette petite opération mentale, en fait, que nous faisons tous, toutes, c'est encore une fois cette activation donc de cette commensurabilité, de considérer que tout peut être transformé en tout, et donc une manière, si vous voulez, pour nous, alors même que nous pensons être critiques du capitalisme, de fonctionner très exactement comme le capitalisme et le marché attend de nous de le faire. Et donc, voilà, pour finir, et c'est aussi une manière de placer dans ce petit commerce que nous faisons entre nos moments de bonne conscience et nos moments de mauvaise conscience, de nous accorder donc des indulgences, au sens où il était possible au sein de l'Église catholique donc de s'acheter donc son salut. Voilà, je vais m'arrêter là.
on va lancer un débat dans quelques minutes, mais je vais peut-être essayer de redonner 2-3 points sur lesquels on peut rediriger tout ce que tu viens de dire qui était dense et passionnant. Ce que tu disais tout à l'heure, c'était que tu ne crois pas au côté consommation collective non plus, même si c'est encadré par des associations. Et tu disais, à la fin, on se retrouve seul en tête-à-tête avec la caisse. Alors, selon toi, qu'est-ce qui fait qu'on ne peut plus penser à un acte de consommation comme étant collectif ? C'est-à-dire qu'avant, on a pu avoir des campagnes de boycott qui ont pu entraîner des transformations, semer des brèches dans les empires coloniaux, les sociétés commerciales coloniales notamment au XVIIIe et XIXe siècle. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, ça semble un petit peu justement daté ou hors de propos de dire bon, on va essayer de boycotter une entreprise qui ne semble pas fonctionner en faisant ça comme si c'était une action collective? En fait, l'idée, pour moi, c'est pas collectif au sens où c'est juste une forme de coordination d'action privée. En fait, c'est ça que je veux dire. C'est qu'en fait, ces opérations de boycott, c'est comme les opérations d'information. Ce qu'elles essayent simplement de faire, c'est de précipiter ou d'accélérer cette forme d'agrégation dont je parlais, qui est propre au marché. Donc en fait, il n'y a pas de rupture avec la logique du marché. C'est simplement précipiter quelque chose et qui fait que de toute manière, il appartient bien finalement au marché de réaliser ce que nous souhaiterions. C'est par rapport à ça que je tentais de dire. Enfin, je ne parlais pas tellement d'une rupture historique au sens où ça aurait été possible et ça ne l'est plus. C'est juste qu'aujourd'hui c'est devenu tellement massif que voilà, peut-être on regarde d'une autre manière, mais c'était. Je pense pas en fait, pour moi, toute tentative de corriger le marché par le marché va forcément échouer. Et c'est pas une question d'époque, quoi. Et alors pour revenir sur cette idée aussi que tu citais au début, notamment la consommation éthique, le bio, etc. Dans les années 70, il y a un des grands penseurs de l'écologie politique, Bernard Charbonneau, qui voyait apparaître le début de l'agriculture biologique et qui montrait que ça allait devenir un marché de niche et que le capitalisme avait besoin, d'une certaine manière, ça c'était son analyse, d'une agriculture à deux vitesses, une offre d'un côté de luxe et de l'autre une offre alimentaire dominante. Ce qu'il écrivait, c'était qu'on va créer des déserts agrochimiques au milieu desquels on va mettre quelques ghettos verts qui produisent des produits biologiques pour des épiceries de luxe. Alors, bon, ça c'était quand même au début des années 70. Est-ce que l'agriculture biologique et compagnie c'était un piège, et quelles auraient été les alternatives, quelles propositions fortes on peut mettre en regard de tout ce commerce équitable, l'agriculture biologique et toutes ces consommations de niche? Alors, déjà, je récuse un peu l'idée de piège, parce que, et c'est pour ça que d'une certaine manière, c'est encore plus pervers, parce que précisément, je ne pense pas que ça a été un plan, à un moment donné, de quelques capitalistes qui se sont dit, tiens, il y a encore un marché qu'on n'a pas exploré, tentons le marché éthique. Ça, je ne le pense pas du tout. Bien qu'évidemment, oui, ça crée du profit. Mais ça, j'allais dire, ça c'est la critique, on sait, le marché mute sans cesse, crée de nouveaux marchés. Des fois il se fait artiste, des fois il se fait éthique, ça on le sait depuis longtemps. Donc je veux dire, ça c'est une certaine évidence. Donc moi je ne pense pas qu'il y ait une sorte de piège. Voilà. Maintenant, la question c'est quelles sont les propositions fortes. C'est un petit peu sur ça que j'ai commencé. C'est qu'en fait pour moi, c'est vraiment une manière. Alors j'utilise un mot de Karl Polanyi là, pour parler de quelqu'un qui a beaucoup pensé à la question de la relation entre la morale et le marché. Au milieu du XXe siècle, pour moi la question c'est vraiment il n'y a que l'État, les institutions, alors ça peut être aussi un groupe d'États, puisqu'aujourd'hui on est vraiment dans une forme de mondialisation avancée, mais c'est vraiment là où en fait on peut avoir des décisions d'ordre contraignantes qui sont beaucoup plus susceptibles de diriger, d'empêcher ou de ralentir peut-être le désastre écologique, de prohiber certains types de pratiques dans les conditions de production. Par exemple, on peut, il pourrait y avoir des choses comme contraindre les sociétés à gérer leurs déchets et toutes les choses, plutôt que de penser que c'est finalement la question de la quantité de déchets doit être prise en charge par le consommateur qui doit choisir entre un shampoing avec beaucoup de plastique et un shampoing avec moins de plastique. S'il y avait à la fois l'empêchement, par exemple, l'interdiction complète de toute forme de plastique, ou l'obligation par l'entreprise qui l'a produit du recyclage et ou de la destruction des déchets en particulier, ce serait infiniment plus efficace. C'est ça, l'idée, c'est que c'est le marché la mauvaise entrée en fait. Et alors pour dernière pas de côté pour après ouvrir le débat,
la suite de ton livre, tu parles d'une autre forme de vie qui consisterait à vivre vrai. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots de quoi il s'agit? Oui, alors, ça, j'allais dire, c'est tout le côté séduisant de la consommation éthique. C'est-à-dire que, justement, ça ne se donne pas simplement comme quelque chose qui serait, justement, cet acte devant la caisse. C'est ça. Mais en même temps, en fait, ceux qui consomment éthiquement, en faisant ça, ils se positionnent, ils font pas que ça. Il y a vraiment là, ils tentent, ou nous tentons, de répondre véritablement à la question comment vivre. Donc c'est une question beaucoup plus large, c'est vraiment une implication existentielle pour la plupart des gens qui se sont lancés là-dedans, d'autant plus que ça se radicalise et d'autant plus que ça, voilà, il y a une sorte d'émulation autour de tout ça. C'est-à-dire que voilà, au fond, à quoi j'aspire en consommant éthiquement, donc c'est pas simplement être un bon petit consommateur, c'est à vivre autrement, c'est ce que je suis en train de faire. Et donc de vivre vrai, c'est-à-dire de vivre en consonance avec la nature, en consonance avec ma propre nature, de manière à renouer avec ce qu'est un être humain, ce qu'il devrait être. Voilà, donc en fait c'est plutôt sur la séduction que ça exerce. Et pourquoi est-ce que ça fonctionne finalement aussi bien? Parce que précisément ça ne se donne pas comme quelque chose qui aurait une toute petite ambition. C'est véritablement vivre autrement, vivre vrai, au sens de vivre d'une autre manière et d'une manière qui est en consonance avec, encore une fois, la nature, avec ce qu'est l'être humain, etc. etc. Et donc voilà, quand je dis que c'est un vivre vrai, oui, une autre forme de vie, ça se donne comme ça, mais c'est pas pour ça que c'en est une. Voilà, c'est ça la réponse. Essel Ferrarez, merci beaucoup. Merci à vous. On va prendre les questions de la salle, on a le temps de discuter. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Vous rejoignez un petit peu quelque part ce que dit Jean-Marc Jancovici sur certains points, je pense que vous pouvez connaître. Après, on a l'impression qu'on est dans une impasse parce qu'on a un énorme jeu de Mikado qui s'étale, et puis dès qu'on veut bouger quelque chose, ce que vous disiez, il y a un truc qui va aussi merder, pardon, l'expression, à côté. Et donc, on peut se demander quelle est la solution à tout ça, parce qu'il y aura la notion de commerce équitable aussi, équitable pour qui, du point de vue de qui? Du point de vue du producteur de cacao, du point de vue du consommateur, du bobo marseillais ou parisien, peu importe. Donc j'ai l'impression que quand on rentre dans ce genre de considération, on arrive quasiment toujours à une aporie à la fin, c'est-à-dire qu'on n'arrive à rien en fait, parce qu'il y aura toujours une conséquence qui fera que ça ne marche pas. Donc la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il n'est pas finalement plus pertinent ou intelligent, enfin pertinent c'est un peu prétentieux, mais l'effondrement, on en a vécu. Certains disent qu'ils vont se produire. Si ça se produit, ça va être un peu embêtant. Mais après, c'est comme quand on est dans des descentes à vélo dans un chemin rocailleux, on peut freiner un petit peu, et on sent la gamelle arriver, et on fait en sorte de faire que la gamelle soit la moins problématique possible. Et c'est pas un atterrissage, c'est une gamelle, mais on essaie de limiter les dégâts. Vous nous proposez la piste d'un effondrement éthique, en quelque sorte. Est-ce que ça te semble... Oui, faire un effondrement, de se raccrocher un petit peu aux branches, parce que le marché ne se régulera pas, sinon ça serait déjà fait. Et pour rebondir, donc, comme après un effondrement, on se reconstruit, hein, on est en 45, on a 30 glorieuses, on a 30 années, plus ou moins de bonheur. Pour rebondir sur ce que vous avez dit à la fin, est-ce que finalement, une fois qu'on s'est cassé la figure dans le maquis avec son VTT, électrique ou pas, peu importe, est-ce que la solution, vous parliez d'un vivre autrement, de revenir sur l'essence de l'être humain, etc., et une solution qui peut paraître incongrue, instruction et pauvreté. Mais si vous êtes instruit et que vous avez peu de moyens de consommation, vous allez être obligé l'être humain voulant être heureux, il va être obligé de trouver des solutions pour être heureux avec peu de moyens. Et on peut y arriver. Mais bien sûr, si on n'a aucune instruction, c'est plus compliqué, parce qu'on connaît moins les choses essentielles. Et on revient finalement à des choses que vous parlez de la religion catholique, c'est aussi un peu le vœu de pauvreté de la religion, des moines, par exemple, qui vont pas tous devenir moines, c'est pas vrai, mais qui s'instruisent, mais qui font de pauvreté pour finalement
essayer de trouver un bonheur. Dans le cas des moines, j'en ai dans ma famille qui finalement n'était peut-être pas si heureux que ça à la fin. Si vous arrivez. Voilà. Mais voilà, mais après ça, la chose c'est, dans l'immense complexité du monde actuel, comment est-ce qu'on fait pour arriver à ça sans que ça se casse complètement? Je sais pas, il y a plusieurs questions là, enfin, j'ai l'impression que vous avez énoncé plusieurs pistes. Alors vers la fin, vous parliez, j'ai l'impression de ce qu'on appelle la frugalité, c'est-à-dire en fait effectivement ce qui accompagne parfois ce que vous avez nommé la pauvreté des moines, etc. Donc effectivement, parfois les projets de consommation éthique particulièrement radicaux, mais qui restent des projets de consommation éthique, vont supposer des formes de frugalité, c'est-à-dire en fait il s'agit de baisser le niveau de consommation. Si ça reste de la consommation, pour moi c'est toujours problématique. Après c'est autre chose, les communautés qui s'arrachent, il y a des communautés qui s'arrachent complètement et qui vivent en autonomie avec un système de production qui est propre. Bon là on s'arrache au marché, ça c'est autre chose. Et simplement baisser, bon, ça ne change pas grand-chose au principe, même vous consommez moins, mais ce que vous consommez, ça met toujours en jeu le marché. Donc bon, voilà. Après, vous avez l'impression que vous aviez une proposition un petit peu avant, un peu plus provocatrice, que j'ai déjà entendue, en fait, donc qui souvent, en fait, c'est souvent des gens qui sont autour de Badiou, qui disent des choses comme ça, mais donc, qui consiste à dire, ah bon, mais donc, en fait, pourquoi ne pas accélérer la fin du monde ou la fin du capitalisme, finalement en consommant mais vraiment n'importe quoi, balançons du plastique partout et payons le moins possible de manière à exploiter jusqu'au bout le producteur de cacao. Non mais je veux dire, ça peut être quelque chose comme ça, c'est en fait accélérons la fin du monde, quoi. C'est ce type de... Ah non, pardon, je pensais que le moment donné. Mais cela dit, ce type de choses, j'ai déjà entendu, voilà, c'est pas forcément ce que j'essaye de prôner, mais voilà, effectivement, la question c'est comment s'arracher. Alors il y a l'accélération jusqu'à la fin du monde, il y a baisser, mais encore une fois, pour moi, moi ce que je prône, c'est encore une fois, c'est beaucoup plus une réaction étatique, institutionnelle et législative, quoi. C'est ça, voilà. Mais après, je reste assez, enfin voilà, plus de la posture critique qui a un certain confort. Je n'ai pas forcément les clés pour. On va avoir une question derrière. Oui, merci, bravo. Je vais vous poser une question. Ton exposé était parfaitement clair, démontrer comment Marx, avec l'analyse et la critique de la monnaie, on est arrivé avec cette idée de commensurabilité, c'est-à-dire que de passer du troc à l'échange tel que nous le connaissons, on ne sait pas, échanger sa vache contre ses poules, il faut bien passer par la monnaie qui va donner la valeur. Alors, tout ça est bien connu. Mais la question que je voulais te poser est différente. Y a-t-il de l'incommensurable? Si on prend, et c'est quelque chose qui peut être très choquant dans un système capitaliste où tout passe par l'évaluation comptable, vous perdez un enfant parce qu'un chauffard l'a écrasé, etc., la compagnie d'assurance va évaluer qu'il y a un barème, un enfant, ça vaut tant. Donc, là, il y a un problème de commensurabilité énorme. Et là, il faudrait réfléchir longtemps pour arriver à voir comment on peut jouer là-dessus. Alors, pour revenir au point de départ, je parlais des indulgences, qui est le problème du tel qui va évidemment lutter contre le trafic des indulgences. Il touche à la question de la commensurabilité. Est-ce que le fait que l'on puisse donner du culte et nous assurera le paradis, une place, ou bien réduira d'un certain temps notre passage au purgatoire. Et là, on se heurte évidemment à un problème d'incommensurabilité. Donc, la question à mes yeux, on doit poser à l'économie d'une manière générale, si on veut sortir du ronronnement capitaliste, c'est une question philosophique de la commensurabilité. Y a-t-il de l'incommensurable? Et là, je crois que c'est une interrogation profonde qu'il faut conduire pour modifier évidemment l'ensemble de ce système de relations marchandes, je dirais même du commerce au sens large du terme, commerce même entre les individus, etc. Voilà.
La question philosophique pour moi, c'est y a-t-il de l'incommensurabilité? Mais je pense, en tout cas, je pense pas qu'elle soit philosophique là, la question. En fait, je crois qu'il y a des décisions qui peuvent être prises ou pas. Enfin, la question n'est pas une incommensurabilité de type, je sais pas, ontologique, ou est-ce qu'il y aurait des lieux qui résisteraient à toute forme de commensurabilité. C'est pas ça, de toute façon, ce sont des ensembles de décisions qui sont prises à un moment donné dans une société, qui décident soit de tout rendre commensurable, soit de considérer que certaines exceptions, comme on a longtemps eu, enfin on a eu longtemps un capitalisme qui effectivement considérait que certaines choses ne pouvaient pas être vendues. Bon, on est un peu en train de sortir de ça, mais effectivement pendant longtemps on ne pouvait pas vendre des organes humains, on ne pouvait pas faire plusieurs choses comme ça. Bon, il y avait des choses qui restaient hors marché. Donc il y a, en fait, chaque époque décide ce qu'elle verse dans ce régime. Et donc du coup, on peut mettre, justement, il y a toutes les réflexions aujourd'hui sur les communs, ce qu'on essaie d'appeler les communs, donc qui pourrait être, je sais pas, l'eau ou l'air, ou est-ce que ça reste de l'incommensurable. Bon, enfin, mais je pense que c'est justement, c'est pour ça que je pense pas que la question elle soit philosophique, quoi. Je pense que il y aurait pas à identifier quelque part quelque chose. Ça ne serait pas des choses, c'est une question en tant que telle. On sait que l'incommensurable existe en mathématiques. Il y a des grandeurs qui sont incommensurables. Donc c'est de reprendre à la racine la question du commensurable. Oui, enfin je pense. Oui, non, c'est une remarque, je pense. Enfin, c'est une proposition que tu fais qui consisterait à repenser la commensurable. Oui, on peut être d'accord sur ça, ouais. Il y a une question au fond, et après notre à droite. Merci pour cette conférence qui est très intéressante, qui nous ouvre de nouveaux horizons. Et la question qui me vient quand je vous écoute, c'est vraiment une curiosité sur la question d'être quelqu'un de bien dans le monde dans lequel nous vivons. Parce qu'aujourd'hui, là ce soir, je suis dans cet environnement occidental, dans ce monde du travail, dans cet environnement pollué, etc. C'est là où je suis. Et donc, je suis intéressée par, dans votre regard, peut-on être encore quelqu'un de bien? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a qu'une radicalité qui peut nous éviter d'être complice d'un système qui fait ce que vous avez expliqué dans le détail? Est-ce que c'est possible aujourd'hui d'être quelqu'un de bien, moralement parlant? Là je vais vous répondre avec une citation assez connue de la personne qui m'a le plus influencé, qui est donc Théodore Adorno, et qui en fait il y a une citation qui dit il n'y a pas de vie bonne dans un monde faux, il n'y a pas de vie vraie dans un monde faux. Et donc en fait c'est une façon de répondre non, on ne peut pas. C'est une pensée extrêmement noire, hein, mais en fait nous sommes tous embarqués dans quelque chose qui fait qu'il n'y a pas, même, je veux dire, lui il va encore plus loin, mais même le fait de se retirer dans une bulle, c'est toujours une manière de ne pas transformer, de ne pas mettre fin à ce monde, et donc on ne peut pas simplement s'en tenir à une sorte d'éthique privée qui fait que voilà, je serai dans mon jardin, je parlerai avec personne, je ferai que mes carottes, et puis vraiment, encore ça, c'est toujours participer au système, quoi. Donc voilà, c'est ça, il n'y a pas de vivre dans un monde faux. On avait d'autres questions par là-bas? Oui, moi je voulais intervenir, je suis responsable espagnol, et puis comme j'ai du temps maintenant, je suis donc bénévole, artisan du monde, jeune de la boutique d'Aix-en-Provence, et je fais des interventions au milieu scolaire sur ce qu'est le commerce équitable. Donc je vous félicite pour votre démonstration philosophique, parce qu'effectivement ça permet à la fois d'entrer dans le concept d'équité, d'égalité, de responsabilité. Là, tout est parfait. Après, ce que je reconnais, c'est qu'il y a un peu des raccourcis, des choses un peu confuses. Quand on parle de grand-père, c'est pour les couches, par exemple, pour les critères, ce serait plutôt l'opposé, c'est-à-dire qu'on lutte contre l'enjeu et le pouvoir des multinationales à une petite échelle, et on va essayer de créer des filières en dehors du marché international, du commerce international, pour justement entrer à un tout petit niveau en concurrence avec les grosses firmes, les grosses multinationales qui existent. Je vous donne l'exemple du chocolat. Le chocolat est un produit, à l'origine, ce sont les conquistadors qui sont allés le chercher, qui l'ont amené ici, qui l'ont amené ici. Bon. Et donc, c'est un constat déjà de départ. Ensuite, la valeur cacao fait partie d'une cotation
va chercher à créer un rapport de force déjà qui est différent dans le domaine du café, le Jacques Vabre, le grand-mère, le café grand-mère, le gros capitaliste qui débarque et qui fait sa loi sur le marché. Là, c'est différent. Hein. Il y a une approche qui est différente par rapport au producteur. On va à la base de ce qui produit, hein, donc le cacao, par exemple, le chocolat, le café. Et donc ensuite, on essaie de créer des filières qui, d'une certaine façon, vont entrer en concurrence avec le commerce international traditionnel. D'accord, vous voyez? Donc, après, vous parliez, c'est un peu du greenwashing, vous parlez. Bon, ce qu'il faut reconnaître, c'est que c'est très limité en termes de commerce, hein, puisque le commerce, c'est tout petit, c'est sûr, par rapport au commerce international. Dans les boutiques artisanales du monde, par exemple, il y a quelques produits, c'est surtout l'artisanat au départ. Hein, vous parliez des années 70, c'était l'idée de l'abbé Pierre. Hein, voilà. Donc, tout ça pour vous dire que, autant d'un point de vue. Oui, mais je reviens juste pour finir avec ça. Tout à l'heure, vous avez dit, je suis fidèle, vous avez dit tout à l'heure, dans les jeunes, vous avez dit, oui, la parole, le langage, ça demande validité. C'est-à-dire que l'autre, on attend de l'autre qu'il valide. Oui. Donc, c'est tout le but. Oui, effectivement. On a tendance à valider ce que dit, de telles conditions. Après, bon, moi je vais rester bénévole et mes convictions aussi. Hein, voilà. Non, mais tout à fait. Non, mais c'est pas. Enfin, ce que je veux dire, c'est. Bien sûr, j'essaye de faire vraiment, si vous voulez, je parle pas du greenwashing. En fait, justement, la question n'est pas tellement de mettre en cause la bonne ou la mauvaise foi des gens, vraiment des gens qui soient justement les grands producteurs comme les petits producteurs. En fait, j'essaye de ne pas rentrer par la question de l'intention, de la pureté des intentions. Ce que j'essaye de dire, c'est que précisément, il me semble que c'est une critique du capitalisme qui part du mauvais point de vue. Donc ça, oui, c'est-à-dire qu'en fait, voilà. Mais donc du coup, le fait qu'il y ait des gens qui soient parfaitement honnêtes et sincère, et je suis sûre que vous l'êtes, comme moi sincèrement je le suis, enfin je ne pourrais plus aujourd'hui acheter voilà, des trucs avec des tonnes de plastique autour, donc c'est pas ça, et que probablement vous êtes des multinationales qui justement commencent à faire toute une série de pubs pour dire que ça en fait c'est plus vert, en fait c'est pas vrai, enfin voilà, voilà c'est ça, mais j'allais dire ça c'est un autre problème, j'allais dire c'est indifférent par rapport à ce que j'essaie de dire, c'est que au fond, le capitalisme et la fonction du marché du capitalisme, c'est que c'est un système. Et simplement penser que ce système, on va pouvoir le réformer en réformant les esprits, je pense que c'est pas la bonne manière, de rentrer. C'est-à-dire que c'est pas en obligeant les entreprises à être plus morales, ou nous en étant toujours plus morales, en essayant toujours plus dur, en fait il y aura toujours ce phénomène de déraillement dont je parlais, parce que par ailleurs il y a du profit à faire ailleurs, et donc voilà, donc il y a vraiment cette idée, si vous voulez, d'un marché qui fonctionne comme un système, non seulement parce que voilà, il est indemne, mais aussi parce qu'en fait les catégories qu'il utilise, il les duplique dans la manière que nous avons de fonctionner. C'est ça en fait, si vous voulez, ce que j'essaie d'expliquer autour de la commensurabilité, c'est que finalement la façon que nous avons de nous comporter en tant qu'individus éthiques, c'est en activant un mode de fonctionnement qui vient du marché. C'est-à-dire, moi, quand je suis le plus authentiquement éthique, donc j'essaye vraiment de faire des formes de comparaison entre différentes empreintes de carbone, qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai précisément, j'utilise des catégories intellectuelles qui sont celles du marché. Voilà, donc en fait, tenter de réformer cette catégorie intellectuelle, en fait, c'est juste... mais c'est pas sur la sincérité. Sur le fond, je suis d'accord qu'il y a des gens sincères et des gens qui ne le sont pas. Mais ça ne change rien, en fait, c'est ça que je veux dire. En fait, c'est l'éthique que vous voyez davantage. L'éthique. Quelle éthique il s'agit? Parce que c'est l'éthique. Nous, on est une société de consommation. Il y a des gens qui crèvent la faim. Voilà. Donc, pourquoi se situer toujours de notre point de vue à nous? Nous, on n'a pas d'autre choix qu'être consommateur à un moment donné. On essaie de, comme vous dites, de pas être que consommateur, c'est quand même normal. Votre vie vraie, le monde de tout le monde. Oui, enfin, je suis d'accord, on rêve, mais la question c'est de se donner les moyens de rentrer sur terre. Les communautés sont rarement autosuffisantes. Quand vous parlez de communautés qui s'organisent, sont rarement autosuffisantes, donc à un moment donné, il faudra faire du libre. Et on revient dans un système capitaliste, d'économie, de marché, etc. Il y a un vrai problème pour échapper, ça je suis d'accord. Oui. On va avoir une question ici. Il y a un terme, je crois que tu n'as pas
trafiquabilité. J'ai l'impression que sur les questions à la compose, il y a un fond de ça. Et donc j'ai l'impression qu'il y a un là-dessus. Ça m'amène une réflexion aussi sur, notamment sur les présidentielles. C'est un truc qui revient à chaque fois, c'est qu'on vote plus pour, mais qu'on vote contre systématiquement. J'ai l'impression que là on est un peu dans cette posture où on fait comme on peut. Et du coup, ça rejoint l'insatisfaction permanente. Et donc, voilà, c'est deux points, mais c'est surtout sur la culpabilité, si tu peux en dire un mot. J'ai l'impression d'entendre sans qu'il soit... Oui, c'est peut-être ce que j'ai appelé imputabilité, en fait. C'est-à-dire comprendre la responsabilité comme le fait d'être coupable. C'est-à-dire non pas une responsabilité active, mais au fond, c'est ça, quand je parle de ce que c'est... Là, je pensais à... C'est Ricoeur qui a écrit des choses là-dessus, hein. C'est-à-dire qu'au fond, derrière l'idée de responsabilité, il y a toujours quelque part la racine dans le mot imputabilité, hein, c'est-à-dire qui est le véritable auteur d'un fait. Quand on cherche un responsable, on cherche qui est le véritable. Donc, encore une fois, qui est le coupable. Et donc, le coupable, c'est nous, si nous ne le faisons pas, si nous prenons le shampoing qui est plein de plastique. Mais j'ai l'impression que quelle que soit la décision, au final, on apporte sa culpabilité. J'ai l'impression que c'est ce que tu démontres aussi, c'est qu'au final, il y a un peu... Il n'y a pas d'option. Là, les questions qui sont posées aussi, on continue à chercher des réponses sur comment on fait pour être quelqu'un de bien, comment on fait pour consommer éthiquement. Oui, mais après, c'est la question de la transformation, ce qui est notre problème. C'est-à-dire la culpabilité, c'est finalement qu'est-ce que je m'attribue, qu'est-ce que j'attribue comme cause. Est-ce que moi, je me mets finalement comme cause première de l'état du monde? Ça, c'est une première question, ça, effectivement, qui va éventuellement susciter des formes de culpabilité au sens de sentiment de culpabilité, ce qui est le cas pour moi, j'imagine comme beaucoup de gens dans la salle. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, par contre, il me semble que la question de la transformation, de comment est-ce qu'on peut changer complètement le disque dur, quoi, ça, c'est une autre question, mais qui suppose de ne pas partir de ça. C'est-à-dire, en fait, qu'est-ce que moi, en tant que consommateur, après, c'est différent de devenir un activiste, ou de passer sur le plan politique, mais le fait de considérer que je peux régler en tant que consommatrice l'état du monde, c'est là le problème. Voilà. Déjà, le fait de nommer consommateur comme un acte en lui-même, c'est pas déjà un problème? C'est un acte segmenté, la consommation, oui. Ça suppose d'arbitrer entre différentes marchandises qui me sont offertes. L'action de consommer, de la séparer de son but, c'est pas déjà un petit problème? Je sais pas. Je vois pas forcément, mais pour moi non. On peut parler de pratique si vous voulez, au sens de quelque chose d'inscrit dans un temps long, c'est ça. Moi j'ai du mal à le définir comme un acte. Si je veux une tomate, je ne consomme pas. Pour manger, si j'ai besoin de manger, je ne consomme pas, je mange. Oui, mais si vous l'êtes procuré sur le marché, vous allez consommer aussi. On va avoir une question aussi. Ouais, j'avais une question remarque, en fait, je peux exposer brillant. Merci. Et on note en toile de fond cette idée que le marché a cette capacité de tout dévorer, y compris son contraire, y compris lui-même finalement. Je trouve que ça, vous l'avez bien exposé. Mais justement, c'est ce que disait Marx, mais justement, est-ce qu'on ne peut pas inférer au marché la capacité parfois de proposer des pistes d'amélioration? Et je pense notamment, alors vous avez mentionné le bio, Laurent, mais je pense par exemple aux produits véganes, aux végétariens, aux produits viande végétale, etc., qui apparaissent dans les rayons. C'est quand on sait qu'on pollue 10 à 20 fois plus en mangeant de la viande qu'en n'en mangeant pas, est-ce que c'est pas parce que le marché dévore même son contraire que finalement on trouve dans les rayons de la viande végétale qui va polluer 10 à 20 fois moins que de la viande animale? Donc est-ce qu'on ne peut pas prêter des vertus aussi à cette main invisible du marché? Alors, déjà, faudrait voir ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est qui est dans ces steaks? Par exemple, est-ce que c'est... il y a plein de choses. Vraiment, j'en sais rien là pour le coup. Mais par exemple, moi, j'ai récemment lu des choses sur le fait que la viande synthétique, par exemple, qui est la chose sur laquelle il y a beaucoup de travaux qui sont faits. C'est pas de la viande végane, c'est de la viande synthétique. C'est-à-dire, en fait, le fait de créer in vitro, en fait, des cellules et tout ça. Ça, par exemple, apparemment, ça va avoir une empreinte carbone catastrophique. Moi, je parle vraiment des steaks de soja, des choses comme ça. On utilise du végétal, ce qui fait qu'on chante le circuit qui consiste à nourrir des animaux avec des végétaux, mais les nourrir et travailler sur eux jusqu'à les tuer, en fait. Donc ça pollue beaucoup. Si on se cantonne au végétal, mathématiquement, on pollue moins. Je pense au contre de Laurent qui a descendu à ces sujets aussi. Sans compter qu'ils envoient du méthane dans la voilà, c'est une source de pollution.
Non, mais ce que je veux dire, c'est. Non, après, il y a deux questions différentes. C'est-à-dire, est-ce que, par exemple, passer à un mode d'alimentation végane, ça, c'est une question. Ensuite, il y a la question, encore une fois, du marché. C'est deux choses différentes. C'est-à-dire, est-ce que une autre manière de s'alimenter, et ensuite, il y a le fait de l'arrivée donc de marchandises qui ont été produites d'une certaine manière, sur laquelle il faudrait, à mon avis, enquêter. Mais peut-être, évidemment, je suis sûr qu'il y a des corrections. Enfin, pour moi, c'est le flux général qu'on observe qui va toujours finir par créer des désastres, mais bien sûr que si on regarde dans le microscopique, il y a peut-être quelques pratiques qui du coup permettent une légère amélioration. Je suis en train d'essayer de faire quelque chose de macro là, donc peut-être qu'effectivement on peut trouver quelquefois des choses qui font une amélioration. Mais je veux dire, il faut distinguer deux questions. Peut-être que devenir vegan, se nourrir autrement, mais c'est encore une fois après c'est la question de comment est-ce que je me procure ce qui me permet d'être vegan. Et est-ce que je me les procure sur un marché? Comment est fait ce marché? D'où viennent les produits réellement? Par exemple, les steaks le soja, je sais pas, mais par exemple le maïs, c'est vraiment une source de catastrophe écologique en chaîne, notamment parce que en fait, le maïs c'est un produit qui peut être transformé en toute une série de produits très différents les uns des autres, qui vont y compris de l'énergie, des choses comme ça, qui font qu'en fait il y a des zones entières du monde qui sont consacrées à la production de maïs. Donc peut-être ça va devenir un steak de maïs, mais peut-être que ça va devenir aussi du biofuel. Donc du coup il y a vraiment une sorte d'enquête générale à mener. Oui. Moi, je vais répondre sur la question de monsieur. J'ai l'impression que ce qu'il voulait dire, c'est qu'il faut-il vraiment tuer le capitalisme? Est-ce qu'il n'y a pas forcément quelque chose de positif? D'accord, ça c'est une question. Utiliser le capitalisme pour arriver à faire quelque chose de finalement plus éthique, qu'on arrive à compenser. C'est un filigrane, que ce ne soit pas uniquement un procès à charge, parce que sinon ça devient radical. C'est une forme de radicalisme dont je vais exposer, j'ai apprécié. Mais on peut penser que ça devient une sorte de forte radicalité quelque part. Est-ce qu'il n'y a pas des vertus quelque part aussi à cette même visite du marché qui va réguler quelque chose? Merci d'avoir. Oui, c'est le pari que font certains sur le fait qu'au fond, ce seraient les consommateurs qui auraient imposé, ou certains consommateurs qui auraient imposé à certaines entreprises de lancer de nouvelles marchandises qui peut-être seraient meilleures, par exemple par rapport à l'environnement, etc. Donc il y aurait effectivement, si vous voulez, une véritable, une injection qui fonctionne d'une certaine manière, parce que l'entreprise est obligée de réagir à la demande. Donc la demande serait première, donc l'offre s'adapte, et peut-être que là on a une forme de moralisation qui serait en cours. Moi, c'est à l'échelle globale, encore une fois, à quoi je crois pas. Parce que ailleurs, il va y avoir autre chose qui va se déclencher, un effet pervers qui va être pris en charge par une autre entreprise qui, voilà, et je sais pas, par exemple, tout à l'heure, je suis arrivée de Paris, donc je suis arrivée à la gare de Lyon, où j'étais pas passée, je pense, depuis quelques mois. Là, j'étais absolument frappée. Maintenant, il y a des écrans publicitaires digitaux partout, mais c'est incroyable, il y en a un tous les 4 mètres. Mais y compris gigantesque en fait, et tout ça donc sur lequel passent des publicités très variées, puisque c'est des images, mais aussi donc d'entreprises qui par ailleurs peuvent faire aussi offrir des produits éthiques, notamment je prends une banque que je connais puisque c'est la mienne, et qui effectivement quand on va chercher des conseils en termes d'investissement, on fait signer une sorte de charte. Là, est-ce que vous êtes suffisamment conscient des questions environnementales et tout? Donc là, c'est vraiment du greenwashing complet. Mais donc, ils tentent de se donner une sorte d'image verte. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont fait là, comme ça, sur un écran de, 8 mètres sur 4, toute la nuit, toute la journée. Pour des steaks de soja. Non, pour la banque en question. C'est bouclé. On va avoir le temps pour 2 dernières questions à monsieur tout au fond, et après je vais vous prendre votre question aussi. Mais on va avoir les 2 dernières, puis après on pourra continuer devant la librairie, mais ils sont en train de fermer leur porte. Juste, excusez-moi, pourquoi j'ai dit ça, c'était tout simplement pour dire qu'y compris peut-être qu'il faut aussi aller au-delà de la marchandise pure, c'est-à-dire que peut-être que effectivement l'espèce de produit, de placement financier qui m'était proposé par cette banque est peut-être un peu plus vert. Mais si par ailleurs l'entreprise donc, a recours de manière indirecte à tous ces panneaux en France et partout ailleurs, etc., finalement, si on
comment dire, si on met la focale de manière un peu plus en s'éloignant, ben voilà, faut peut-être pas regarder que la marchandise. Il y a aussi beaucoup de choses sur ce que c'est que le marketing et tout. Pour résumer le problème, le souci de laisser au marché philosophique la création, du commerce équitable, de la finance éthique, etc. Le principal problème, c'est que en essence et en danger, ça ajoute, ça crée des options qui s'ajoutent à l'existant pour les substituer. Alors que le problème va se mentir. Si le côté nuisible de mode de fonctionnement est avéré, il serait logique de l'interdire pour que les alternatives s'y substituent aux priorités. Et donc ça en fait une question entièrement politique et non pas commerciale, ce qui fait qu'en fait ça relève normalement du citoyen plutôt que du consommateur. Et donc c'est pas forcément mal en soi de créer cela. Le problème c'est qu'il faudrait que ça se substitue à l'existant au lieu de s'y ajouter. Ah oui. Pas une option, mais un impératif. Voilà, c'est ça. Non, là, on est complètement d'accord. Et effectivement, cette question de rajouter à l'existant, c'est ce qui se voit, y compris de manière, sur des petites choses, par exemple les ampoules. En fait, maintenant que ça sont supposées être moins polluantes, en fait, on va en consommer beaucoup plus. Ou le fait qu'il y ait de plus en plus d'énergie renouvelable, ça, en fait, ça va pas ouais, c'est ça, ça va pas remplacer l'énergie traditionnelle. C'est juste juste à poser, etc. Donc c'est ça, c'est qu'en fait, c'est juste en plus, quoi. Et on va prendre une dernière question dans le cadre du débat officiel, puis après on continuera dehors. Si besoin. C'est pas vraiment une question, mais bon, les jeunes, déjà, pour leur dire que le capitalisme, c'est de trouver des choses qui aillent, je sais pas, parce que par exemple, l'initiative sur l'étiquette, concernant les vêtements, c'est arrivé suite à la grande catastrophe qu'il y a eu, ces milliers de travailleurs le web s'est écroulé, c'était le Daja au Bangladesh. Donc c'était une catastrophe incroyable. Donc ces initiatives qui sont peut-être critiquables, je ne dis pas que ce n'est pas merveilleux, parce que l'e-commerce, effectivement, on l'a bien dit, c'est le profit, c'est l'argent de profit, ça c'est vrai. Mais en même temps, vous parliez, vous disiez que votre banque, vous l'avez vu sur des grands écrans. Certaines banques, par exemple, pas citer des institutions en France, qui n'ont pas d'actionnaires. Déjà, c'est une étape par rapport à toutes ces banques privées qui sont sur le marché, qui sont sans arrêt en train de vendre, de racheter des titres, d'obligations, des actions. Donc, c'est un moindre mal au sein du capitalisme. Oui, c'est un moindre mal qui vous permet le maintien du système. Donc voilà. Le système. On s'arrête là-dessus, c'est pas un appel à la révolution, mais avec plaisir. Merci.